Pollutech, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Avec Pollutech Live, suivez les conférences de Pollutech en direct ou en replay. Bonjour à tous, bienvenue pour cette session sur les micropolluants et les pollutions émergentes. Donc moi je suis Muriel Floria, je suis la responsable eau de l'association Amorce. Pour ceux qui ont suivi la session précédente, vous avez vu mon DG intervenir sur les CRTE. Et donc je suis accompagnée aujourd'hui de Benjamin Lopez du BRGM, de Sophie Benko de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et de Pierre-Yves Beland du CEREMA. Alors, merci d'être là donc, pour évoquer ce sujet des micropolluants. Alors, on est entre spécialistes, mais juste une petite précision quand même pour commencer. Les micropolluants, ce ne sont pas des petits polluants, vous le savez, ce sont plutôt des polluants qui ont un impact fort, même présent en petite quantité dans l'eau. Et en ça, c'est assez différent, par exemple, des microplastiques qu'on associe parfois dans les solutions, qui, eux, sont bien, pour le coup, des petits plastiques, des petits fragments de plastique. Alors, cette question des micropolluants, elle émerge depuis quelques temps. C'est des polluants qui sont présents depuis beaucoup plus longtemps que dans l'eau que ce qu'on en dit. Mais c'est aussi que la connaissance est en train d'avancer sur le sujet et qu'on est en train de les connaître beaucoup mieux. Et donc, c'est pour ça que la question se pose maintenant. Et c'est aussi parce que les collectivités que je représente en tant qu'Amorce, on est un réseau de collectivités, ont aussi bien travaillé sur la question des macropolluants. Et ça nous permet maintenant d'aller au-delà sur cette question des micropolluants et de s'y atteler. Et alors, si on peut passer à la slide suivante, éventuellement, voilà. Donc, vous avez ici les différentes pressions qui s'exercent et par lesquelles on va retrouver des polluants, puisque finalement, ces micropolluants, ils vont être générés par notre activité industrielle, par notre activité agricole. Ça va être aussi généré par notre activité domestique. Et ça, c'est des choses qu'on sait depuis peut-être un petit peu moins longtemps, qu'il y a aussi une pression domestique qui est très forte. Et on va, avec nos intervenants, pouvoir aborder ces questions. Alors, je vais commencer par Sophie. Donc Sophie, vous êtes chargée micropolluants au sein de la direction du programme et des interventions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, dans le service industrie, micropolluants, pluvial et assainissement. Et donc vous avez au niveau de l'Agence de l'eau eu l'occasion depuis quelques années de travailler sur ces sujets. Alors, c'est vrai que les agences de l'eau ont un rôle très important dans le monde de l'eau. Je pense que tous les gens présents ici le savent. C'est vraiment l'organe qui accompagne concrètement les acteurs sur le terrain, notamment avec des programmes d'aide. Et il y a un document très important qui est le SDAGE, en fait, qui est un document intégrateur qui va reprendre toutes les politiques qui sont identifiées au niveau de la politique de l'eau et qui vont être remises à l'échelle du bassin. Et donc, on est en ce moment en train de voter les nouveaux SDAGE. Et pour faire ça, il y a eu un état des lieux pour identifier les pressions. Donc, qu'est-ce que cet état des lieux donne comme connaissance sur les micropolluants ? Merci. Bonjour à tous. Alors, d'abord, je voudrais juste recadrer l'action de l'agence dans la mise en œuvre de la directive 4 sur l'eau, puisque l'état des lieux, en fait, est une étape de la mise en œuvre de la DCE. Et les objectifs de la DCE en matière de micropolluants sont de deux ordres. D'une part, l'atteinte du bon état des eaux, que ce soit les rivières, les nappes souterraines ou les eaux littérales, et également la suppression ou la réduction des émissions, dans un processus par cycle donc de 6 ans. Donc on est actuellement à la dernière année du 3e cycle, on est donc dans le cycle 2015-2021, et effectivement, les prochains stages vont commencer à partir de 2022 et vont être présentés, pour le bassin Seine-Normandie, vont être présentés en début 2022 à nos instances. Alors, donc je vais parler d'état des lieux sur le bassin Seine-Normandie. Un petit topo rapide pour vous présenter le bassin. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, le bassin Seine-Normandie, c'est donc le bassin hydrographique de la Seine. C'est 20% de la superficie de la France métropolitaine, avec 30% de la population, donc une pression de la part de l'urbanisation.
et 30% aussi du secteur industriel, que ce soit en chiffre d'affaires ou en nombre d'établissements. Et c'est également un bassin qui est un producteur important en matière de céréales et de betteraves sucrières. Donc on a vraiment un peu l'ensemble des pressions qui sont présentes sur le bassin Seine-Normandie de manière assez forte. Donc en quelques mots, pour commenter très rapidement le schéma derrière nous, donc on voit que l'origine des micropolluants, elle est multiple. On a des micropolluants qui peuvent être d'origine naturelle, ce qu'on appelle le fond géochimique, mais on a également la plupart qui est due à l'activité humaine, que ce soit par le chauffage, le transport, avec éventuellement des voies de transport qui peuvent être atmosphériques, les activités industrielles qui sont génératrices, l'utilisation de pesticides et également l'utilisation de produits de la vie quotidienne dans des usages domestiques, que ce soit les détergents, les cosmétiques, les médicaments, etc. Alors, sur le bassin Seine-Normandie, on a distingué les micropolluants qui exercent une pression ponctuelle. Enfin, là, on a distingué la pression ponctuelle de la pression diffuse. Donc, je vais commencer par la pression ponctuelle. Ce qu'on appelle une pression ponctuelle en micropolluants, c'est bien celle qui est issue, par exemple, du rejet des industries, également des rejets des stations de traitement des eaux usées, et aussi de tous les rejets urbains de temps de pluie. Donc, quand en fait on a des phénomènes pluviométriques qui sont importants, les réseaux sont parfois en surcharge et il peut y avoir donc des déversements dans le milieu naturel. En matière d'état des lieux, pour la pression ponctuelle en micropolluants, sur les rivières, on a 15% des masses d'eau du bassin qui ont une pression ponctuelle. Et sur ces 15%, on a 8% d'entre eux qui ont une pression qu'on appelle significative. Alors en deux mots, une pression significative, c'est une pression qui présente un risque de non-atteinte des objectifs environnementaux. L'objectif, c'est le bon état des lieux. On fait des projections, là maintenant on est à la projection sur 2027, pour savoir si on fait, donc on prend l'hypothèse qu'on ne fait aucune action supplémentaire par rapport à celles qui sont déjà entamées aujourd'hui, et on voit ce que ça donne. Et donc on voit sur les eaux de surface, sur les rivières, on a 8% des eaux de surface du bassin qui sont en pression significative, majoritairement sur les petits cours d'eau et les moyens cours d'eau. Ce qu'on trouve comme substances, les substances qui font que les pressions sont significatives, ce sont des métaux, donc le zinc, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le tributyléthane-cation, certains HAP, et puis les nonylphénols. Les nonylphénols, on les rencontre dans dans pas mal de produits synthétiques, en fait, et ils ne sont pas liés à une activité en particulier. Bon, là, on est toujours sur des molécules ubisques, c'est ça, qui ont multiples sources potentielles, ce que vous citez comme pression. Alors, on a par exemple les HAP qui peuvent être ubiquistes. Ubiquiste, c'est présent dans l'ensemble des compartiments, eau, air, sol, voilà. Maintenant, sur les masses d'eau souterraines, en matière de pression ponctuelle, on a 5% des masses d'eau du bassin qui ont une pression significative, 5% des masses d'eau souterraines. Et là, on dit qu'une pression est significative quand elle... Alors, il y a plusieurs critères, mais un des critères, c'est que c'est une pression qui impacte plus de 20% de la surface de la masse d'eau souterraine. Et les contaminations qui font que la pression est significative, c'est essentiellement des contaminations historiques, notamment des solvants. Et maintenant, si on passe aux eaux littorales, donc masses d'eau côtières et de transition, là, on a à peu près la moitié des masses d'eau qui sont impactées au niveau des pressions ponctuelles, avec des métaux, des PCB, et une problématique qui est liée à des stocks de contaminants qui peuvent être présents dans les sédiments fluviaux et marins. J'en ai fini pour la pression ponctuelle. Si je passe maintenant à la pression diffuse, donc quand on parle de pression diffuse en matière de micropolluants, en fait, on parle des pesticides, parce qu'en fait, ce sont eux qui rentrent dans les molécules que l'on regarde pour construire l'état des lieux.
Et donc là, en fait, ce qu'on note, c'est qu'on a une pression qui augmente depuis 2008, qui semble se stabiliser depuis 2014, mais on constate quand même une diversification des molécules, une augmentation du nombre de molécules utilisées en matière de pesticides. Et maintenant, si on regarde donc, les 3 types de masses d'eau, on a plus d'un tiers même, des masses d'eau, donc des rivières qui sont impactées de manière significative par des pressions diffuses, avec en particulier des herbicides de grande culture. Alors j'en cite 2 parce que ils déclassent pratiquement un quart des cours d'eau, c'est le méthazachlore et le difluphénicanil. En ce qui concerne maintenant les eaux souterraines, donc les cartes sont rouges en matière de pesticides, puisqu'on a 63% des masses d'eau souterraines qui sont concernées par une pollution diffuse en matière de micropolluants. Et pour finir, sur les masses d'eau littorales, on a donc 11% de ces masses d'eau qui peuvent être concernées par une pression diffuse en micropolluants, en pesticides. Donc, comme je l'expliquais, l'état des lieux, non seulement c'est une photo de l'état des masses d'eau, donc le dernier état des lieux, c'est celui de 2019, mais il y a aussi cet aspect risque, évaluation du risque de non-atteinte des objectifs pour 2027. Et donc, c'est vrai qu'on construit en fait le SDAGE sur la base de l'état des lieux en identifiant des actions qui permettent de contrer ce risque de non-atteinte de l'objectif. Merci pour cette présentation déjà bien exhaustive des pressions. Alors là, sur le bassin Seine-Normandie, mais je vous invite à consulter les sites des différentes agences de l'eau pour retrouver l'état des lieux spécifiques du bassin qui peut vous concerner. Donc, on le voit, on est sur cette connaissance, enfin cette photographie à l'instant T, ce besoin aussi de se projeter dans le futur. Mais il y a aussi une question assez prégnante de la connaissance de ces micropolluants. Vous avez cité pas mal de molécules. Il y en a plein d'autres, en fait. C'est des très longues listes. On a des besoins aussi de connaissances au niveau analytique. Enfin, on sait que la connaissance analytique est en train d'évoluer. Donc, Benjamin, je me tourne vers vous. Mais c'est vrai que comment on fait finalement ce lien entre cette connaissance qui évolue et ces politiques publiques, ces planifications qui sont faites. Alors, je vais peut-être déjà juste vous présenter avant. Je vous vois, mais en fait, on se tutoie habituellement, donc je vais continuer à tutoyer. Donc, Benjamin, toi, tu es expert au niveau du BRGM, en charge donc des relations notamment avec l'OFB, et tu es aussi ici pour présenter en fait Aquaref, qui est un consortium en fait de laboratoires et d'agences nationales qui regroupe alors le BRGM, l'IFREMER, l'INERIS, l'INRAE, le LNE, et puis qui travaille avec l'OFB et qui a vraiment pour objectif de faire avancer la connaissance sur ces nouveaux paramètres environnementaux, ces pollutions émergentes, et de faire le lien avec l'opérationnel. Donc finalement, comment Aquaref va faire avancer cette connaissance sur ces pollutions émergentes, venir nourrir les politiques, notamment des agences de l'eau et puis des collectivités. Voilà, comment cela peut s'organiser. Merci Muriel pour cette question. Je voudrais juste replacer l'objectif de la surveillance, parce qu'il y a un objectif réglementaire, certes, mais en fait, pourquoi on veut surveiller ces polluants dans les eaux souterraines ? Pour connaître effectivement la présence des polluants, mais c'est surtout pour garantir à terme l'utilisation de ces ressources. Et on voit bien, si vous avez participé à d'autres tables rondes dans le salon, que l'évolution de notre utilisation de la ressource eau est importante. Et on va parler de réutilisation, et on va parler d'usages multiples, on va parler multi-acteurs, multi-pressions, etc. Et donc, si on veut garantir l'utilisation de cette eau dans des modalités d'utilisation qui vont évoluer, il est absolument nécessaire de connaître la présence de micropolluants dans les eaux et de polluants en général, et de connaître l'évolution
de ces micropolluants en fonction des contextes dans lesquels vont circuler les eaux, en fonction des contextes dans lesquels on va utiliser les eaux, des pressions, etc. Donc je pense que vraiment la surveillance, elle ne se suffit pas à elle-même, elle donne de la donnée qui nous permettra de garantir les futurs usages de cette ressource. Pour ce qui est de la question d'Aquaref. Alors Aquaref, c'est une coopération entre différents organismes qui possèdent des laboratoires de recherche. L'idée d'Aquaref, qui est née il y a maintenant 14 ans. L'idée, c'était d'apporter un appui scientifique et technique à toute cette chaîne qui se met en route, cette chaîne au niveau national qui se met en route pour acquérir de la donnée sur les eaux souterraines. Alors quand je parle de chaîne, on a l'OFB, qui s'appelait l'ONEMA à l'époque, qui donne des méthodes et donne des recommandations de suivi. L'État, le ministère de la Transition écologique, lui prescrit, fait des lois, fait des arrêtés pour faire la surveillance. Ensuite, on a les agences de l'eau, vous qui êtes responsable de la mise en œuvre de ces lois, et on a des prestataires, des laboratoires prestataires, qui eux font la surveillance, vont aller sur le terrain, etc. Et donc l'idée d'Aquaref, c'est d'apporter un appui scientifique et technique sur toute cette chaîne d'acquisition de la donnée. Alors ce rôle, il est défini réglementairement dans un schéma national directeur de l'eau, le SNDE, et en gros le Aquaref sert donne un appui à la réglementation, permet ou fait des recommandations sur la qualité de la donnée elle-même, comment mieux la bancariser, comment mieux la caractériser, la donnée, pour pouvoir la réutiliser elle aussi. Aquaref propose des formations aux opérateurs, donc va au plus près des laboratoires prestataires et des préleveurs aussi, et fait des journées où tout le monde se met autour d'un lieu de captage, et puis on teste, on regarde quel tuyau utiliser, comment faire, quel seau, etc., etc., quels effets sur le prélèvement. Aquaref agit aussi au niveau de la normalisation, de la standardisation des méthodes, produit un certain nombre de guides, et travaille aussi sur la définition des incertitudes lorsqu'on fait de la mesure environnementale. Donc je vous ai dit, Aquaref a 14 ans. Il y a eu un bilan de fait en 2017 où on fêtait les 10 ans d'Aquaref. Je vous donne quelques chiffres, vous en faites ce que vous voulez, que j'ai repérés sur le bilan de 10 ans d'Aquaref. C'est 360 documents qui sont en accès libre sur le site aquaref.fr. Et vous allez trouver plein de documentation sur la problématique du suivi environnemental des micropolluants. C'est 17 journées techniques, 25 stages de formation des professionnels, une quarantaine de journées d'échange directement sur site. Et Aquaref fait aussi de la recherche scientifique et a publié une quarantaine de publications scientifiques dans des revues à comité de lecture. Et je précise pour finir qu'Aquaref intervient sur la chimie des eaux, mais aussi l'hydrobiologie des eaux, et s'intéresse à tout le suivi de la faune dans nos eaux de surface en général. Alors justement, je rebondis puisque finalement, on l'a vu tout à l'heure, il y a de très nombreuses molécules. On a des listes plutôt qui s'allongent, qui d'ailleurs rend des fois un peu compliqué la comparaison entre les différents cycles des CE, puisque on a des fois la liste sur laquelle on évalue le bon état des masses d'eau va évoluer en fait entre chacun des cycles DCE, donc ça ne permet pas forcément de faire une comparaison entre ce qui s'est passé sur le deuxième et le premier cycle. C'est aussi un petit peu compliqué, j'avoue, pour les collectivités que je représente de voir l'efficacité de leur action, parce qu'ils vont avoir investi, vont avoir fait des choses et puis finalement des fois pas forcément voir les bénéfices sur l'estampillage bon état ou pas. Mais en tout cas, il y a aussi cette connaissance qui évolue. On peut aussi se demander, est-ce qu'on continue à rallonger des listes? Est-ce qu'on peut trouver d'autres outils éventuellement pour avoir ce suivi des micropolluants et notamment, alors je pense qu'il y a pas mal d'entreprises sur le salon aujourd'hui qui proposent des choses, notamment autour de la mesure du vivant en fait, et de la mesure plutôt des effets finalement, plus que du suivi analytique polluant par polluant. Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment des choses qui sont discutées et vraiment, l'intérêt, c'est d'aller rationaliser les suivis. On ne peut pas rallonger indéfiniment ces listes. Alors déjà, ça a un coût important, souvent trop important. Ça a un coût d'acquisition, mais ça a aussi un coût après d'interprétation et d'analyse. Quand on a des listes à rallonge, finalement, on ne sait plus trop quoi en faire et ça ne sert finalement pas grand monde. Le tout, c'est de chercher
en chimie les molécules pertinentes et les molécules, on va dire, indicatrices de pression. Ça peut être des pressions significatives si on se place du point de vue de la réglementation. Après, en parallèle, alors moi je dirais en complémentarité, sont développés d'autres outils qui utilisent le vivant. Alors, on pense au suivi du biote, c'est moins ma spécialité, mais en tout cas, Aquaref se positionne aussi sur ce domaine-là, et le développement de ce qu'on va appeler les bioessais, c'est-à-dire non plus suivre les molécules présentes dans le milieu, mais appréhender leurs effets. Et on va regarder les effets, l'effet perturbateur endocrinien, par exemple, qui est très connu, l'effet reprotoxique, etc., etc. Et donc, on a un certain nombre de développements en cours pour proposer des tests, des bioessais. Et Aquaref, lui, va intervenir sur la standardisation, déjà le test de ces bioessais, la standardisation de ces bioessais, pour pouvoir en faire des outils qui, à terme, pourraient intégrer la réglementation et permettraient effectivement de venir en complément. Alors on pourrait imaginer que la complémentarité soit par exemple temporelle, commencer par faire des bioessais, pour essayer d'identifier quels sont les secteurs où visiblement on identifie peut-être des problèmes, des impacts potentiels sur la biodiversité, et peut-être focaliser sur ces secteurs en priorité pour aller instrumenter et mettre en place une batterie de suivi chimique qui est peut-être à un coût plus important, mais qui est néanmoins absolument nécessaire si on veut remonter vers les pollueurs et identifier les leviers d'action possibles. Et pour ça, il nous faut à un moment donné identifier les pressions, les voies de transfert, et comprendre ces voies de transfert des lieux de pollution vers les milieux récepteurs, et se poser la question de la prise de mesure. Comment on fait? Est-ce qu'on substitue? Est-ce qu'on coupe le robinet d'une manière ou d'une autre, si on est sur un industriel, par exemple? Est-ce qu'on traite à la source, etc., etc. Mais pour identifier ces leviers, il faut bien à un moment donné qu'on connaisse exactement le polluant et d'où il peut venir, quoi. Effectivement, alors même si on sait bien qu'on ne connaîtra pas tout et que ça ne doit pas non plus être une excuse pour pas agir dès maintenant, je rebondis. Effectivement, ce besoin de standardisation, il est essentiel pour les donneurs d'ordre. Il faut finalement pouvoir se lancer dans des essais aussi qu'on sait qui vont être reconnus notamment par les services de l'État. Et justement, on parle des services de l'État, on parle du ministère de l'Environnement, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais finalement, quelle est un peu la grande stratégie nationale que porte le ministère de l'Environnement vis-à-vis de ces micropolluants? Peut-être, Benjamin, juste de donner les grandes lignes en fait, de cette politique. Alors, les grandes lignes, en fait, les stratégies nationales, elles sont décrites dans un certain nombre de plans, de plans nationaux. Je vais vous en citer quelques-uns. Je ne sais pas si je vais être exhaustif, j'ai essayé de me les noter quand même. Donc, le premier, quand on pense micropolluant, c'est le plan micropolluant, parce qu'il porte tout à fait bien son nom. Le plan micropolluant a été élaboré et mis en œuvre à partir de 2016 et se termine en 2021, c'est-à-dire cette année. Et on en aura un autre. On en aura probablement un autre. Voilà. Je ne veux pas m'avancer. On m'a dit certainement un autre, mais attendons un peu parce qu'on ne connaît pas bien le contenu pour le moment. Voilà. Après, il n'y a pas que le plan micropolluant. Même si le plan micropolluant a été quand même pourvoyeur d'un certain nombre notamment d'appels à manifestation d'intérêt et d'appels à projets de la part de l'OFB, et a fourni des très beaux projets, alors qui ont d'ailleurs mobilisé fortement les collectivités et des grandes métropoles. Je pense au projet Regard à Bordeaux, Lumio à Strasbourg, etc., qui étaient très très intéressants parce que sont des projets qui intègrent la problématique de la surveillance, la problématique de l'identification des sources, et qui va même plus loin en abordant les thématiques sociologiques pour savoir quels sont les leviers et est-ce qu'on peut faire, comment faire changer finalement les mentalités vis-à-vis des émetteurs de micropolluants que nous sommes tous. Donc ça, c'est le plan micropolluant. Nous avons un plan national santé-environnement. Nous en sommes à la 4e version qui a débuté en 2021. C'est un 2021-2025 où les collectivités sont très très impliquées aussi dans ce plan national santé-environnement qui est décliné au niveau régional en plans régionaux santé-environnement. Donc eux, ils vont se mettre en place peut-être une année après. Il y a un petit décalage. J'ai noté la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens et nous en sommes à la seconde stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, avec le concept de One Health. On va peut-être essayer de le reprendre sur le concept de One Water.
J'ai noté les directives qui nous drivent, tous, la directive eau souterraine. On a une directive eau potable qui vient d'être révisée en décembre 2020. Qui aborde le sujet des micropolluants aussi d'une manière assez intéressante, avec la demande de développement d'indicateurs un peu globaux, d'indicateurs chimiques mais un peu globaux, et qui adresse du coup la problématique au laboratoire pour développer des méthodes analytiques qui permettent d'aller jusque dans la réglementation et avoir des indicateurs chimiques globaux. Donc là, on voit bien l'intérêt aussi de travailler de manière intégrée, hein, que tout ça soit intégré. Et la déclinaison au niveau national, les arrêtés surveillance, qui guident la surveillance des milieux aquatiques et que nous sommes en train, alors je dis nous, c'est tout le corpus d'acteurs et d'écosystèmes d'acteurs dans ce domaine-là, révise actuellement pour faire en sorte que les listes de surveillance suivies soient les plus up-date possibles et en raccord avec les connaissances des pressions notamment. Alors, effectivement, le plan micropolluant dont on finit finalement le cycle cette année a été pourvoyeur de pas mal de projets, et notamment le CEREMA a été un des acteurs importants de ce plan et pourvoyeur de nombreuses actions. Pierre-Yves Belland, je vais peut-être vous laisser vous présenter d'abord sur votre rôle au sein du CEREMA, et puis ensuite on pourra peut-être regarder en détail quelles actions ont été portées par votre structure dans le cadre de ce plan micropolluant. D'accord. Alors, donc pour me situer là-dedans, il faut peut-être que... Ça marche ? Ouais. Mettez-le bien contre. Que je rappelle ce qu'est le CEREMA, puisque c'est pas forcément... c'est un établissement public administratif qui a fêté ses 7 ans là, cette année, donc qui est encore neuf dans le paysage, hein, relativement, et qui est issu du réseau scientifique et technique du ministère, de l'ex-ministère de l'équipement, et qui a gardé 3 directions techniques, donc une dédiée à la ville, aux problématiques d'urbanisme, une qui initialement était dédiée aux transports maritimes et fluviaux et qui est désormais dédiée aux risques à l'eau et à la mer, et puis une 3e qui, elle, est dédiée au transport par route et aux matériaux. Donc, à ce titre, moi, je travaille sur les sédiments essentiellement au sein de la direction technique REM, risque eau et mer. Et à ce titre, voilà. Donc, je représente le CEREMA, mais je vais vous expliquer en fait ce que j'ai pu suivre, mais je vais essayer de vous faire une présentation un peu générale en fait et moins problématisée, puisque bon, nous on a eu certaines commandes en fait et qui sont essentiellement dans le secteur des sédiments, dans le secteur de l'économie circulaire en fait, les impacts de la réutilisation des matériaux alternatifs sur les masses d'eau, et puis voilà. Et puis dans le domaine des réseaux non domestiques aussi, où il y a une étude faite par le laboratoire de Nancy et par les collègues de l'Est de la France. Alors, pour nous resituer, nous, à REM, en fait, on est historiquement producteur de données dans le cadre de Géode, en fait, et du suivi des autorisations de dragage. Des autorisations de dragage qui sont basées sur un référentiel N1 et N2 qu'on appelle, et qui a été mis en place dans le cadre de Géode, qui est une structure dépendant de la DGITM et de la DEB. Et qui dans les années du ministère pour les non-initiés. Voilà, et qui dans les années 2000 en fait, en 2006 a donné lieu aux premiers arrêtés en fait qui fixaient un certain nombre de seuils sur les métaux essentiellement, les HAP, et puis ensuite les TBT, les TBT qui sont spécifiques à l'activité portuaire. Voilà, donc on a une activité annuelle en fait de remontée de ces éléments-là auprès d'OSPAR et des conventions régionales, Barcelone, et puis on a une activité d'accompagnement de Géode et des services centraux dans le cadre, et ça c'est un point d'actualité,
enfin l'actualité, si on est dedans, puisque la phase de mise en œuvre, ce sera le 1er janvier 2025, c'est l'interdiction de rejet en mer des sédiments pollués. Et donc la détermination d'un seuil N3 vraisemblablement d'interdiction, caractériser ce que c'est qu'un sédiment pollué. Et donc voilà, avec le BRGM d'ailleurs, on est associé à ce genre de travaux. Et on est actif aussi auprès de la direction de l'eau directement dans le cadre du REPOM, le réseau de suivi de la qualité des sédiments portuaires, et qui, eux, on est un peu accoutumé à cette problématique de savoir quels polluants sélectionner, pourquoi, est-ce qu'on a une chance de les trouver, combien ça va coûter, quelles sont les limites de quantification. Donc ça, c'est un travail d'accompagnement qu'on fait aussi pour l'évolution de la stratégie de la direction de l'eau en matière de recherche des micropolluants dans le milieu, quoi. Voilà. Donc sur la liste DCE, voilà, quels sont les plus pertinents et économiquement viables. On a développé aussi une activité dans le cadre de la DCSMM. La directive 4 sur le milieu marin, c'est ça ? Voilà, merci. Et dans son plan d'action pour les milieux marins, qui essaie de faire le point en fait sur un certain nombre d'oppressions, notamment liées aux activités portuaires. Et donc on a commencé à répertorier les aires de carénage et voilà, un certain nombre d'activités portuaires. Donc on est actif sur les aires de carénage et sur la récolte des déchets en fait en milieu portuaire, mais aussi sur la question des macro-déchets en fait à l'interface terre-mer, en fait tout ce qui est issu des bassins versants et qui arrive en mer. Voilà. Donc on a commencé à travailler pour l'ADEB, et notre problématique en la matière, c'est sur les macro-déchets, par exemple, on va prendre un sujet parmi les autres, on a essayé de déterminer un petit peu les moyens de lutte amont, pour retenir au maximum à la source ce qui vient de l'assainissement, ce qui arrive dans les fleuves aussi, les moyens de lutte en fait en surface contre les macrodéchets flottants, et puis aussi sur les zones d'accumulation sur les berges, enfin les moyens de lutte, enfin quoi faire pour et à toutes ces problématiques-là, sont liées des problématiques de dégradation de ces, voilà, et c'est du macrodéchet, mais c'est du micropolluant en devenir, quoi. Donc voilà. Effectivement, donc, puis c'est aussi je me permets de rebondir parce que dans la foulée des travaux du CEREMA, niveau amorce, nous on a initié un réseau de territoires, de collectivités qui s'emparent de cette question. Et on a également eu l'occasion avec vos collègues du CEREMA de faire inscrire dans le plan micropolluant sur les 2 dernières années des actions spécifiques plastiques, parce que les plastiques, c'est effectivement des futurs polluants par eux-mêmes. Les macroplastiques, c'est des futurs polluants par eux-mêmes, mais c'est aussi des radeaux à micropolluants. Et on voit qu'on a des molécules qui vont s'accrocher dessus et qui vont se déplacer. Et puis, il y a aussi des synergies de lutte. Donc, il y a vraiment des questions intéressantes à avoir sur ce sujet. Mais excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je vous en prie, ça complète ce que je veux dire. Et ça précise un petit peu notre positionnement, lui, qui est à l'interface un petit peu de l'administration centrale et des territoires. C'est-à-dire qu'on a produit un certain nombre de méthodos. Et puis là, en fait, dans cette phase-là des PAM et comme la fixation d'objectifs stratégiques pour le milieu, et bien ma foi, on est dans la phase où on est à la recherche d'applicatifs territoriaux qui nous permettent justement de consolider ces rapports-là, notamment en s'adressant potentiellement aux agences de l'eau qui seraient susceptibles d'aider les territoires et d'inscrire un certain nombre d'objectifs. Enfin voilà, c'est un problème de. On est dans ce moment-là en fait où on cherche à territorialiser des choses qu'on a conceptualisées pour l'administration centrale. Donc on répond à des appels d'offres par exemple en coopération avec nos collègues du CEDRE aussi, donc qui sont spécialisés sur les déchets, qui sont à Brest aussi comme nous. Voilà, donc c'est un petit peu ça notre problématique. Alors le deuxième point de notre problématique, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire et la problématique de sortie du déchet. Donc ça, c'est essentiellement les collègues de Lyon ici, de la DETER Centre-Est qui sont actifs sur cette problématique-là.
c'est la construction de référentiels qui permettent des usages diversifiés des sédiments, mais de tout un tas de toute une série de matériaux alternatifs dans des conditions qui soient respectueuses de l'environnement et des masses d'eau, quoi. Donc là, notre actualité, il y en a deux dans le cadre de ce plan micropolluant. Un guide sur les travaux maritimes. Qui a pour ambition de déterminer des valeurs limites en fait qui permettent la faisabilité ou pas en milieu côtier en fait d'un certain nombre de projets, puisque la problématique, et là je reviens sur notre problématique sur nos enquêtes dragage et la détermination des masses. On est bien placé pour savoir ce que ça représente en termes de masse et en termes de flux en fait annuellement, puisqu'on remonte ces fameuses enquêtes là au SPAR, donc on a une connaissance de ça. Donc on a essayé de problématiser ce réusage en fait en travaux maritimes, en essayant de cartographier en fait les zones, essayer de définir quelles sont les problématiques d'éloignement à la côte par rapport aux chlorures en fait qui sont le problème de base, et qui rejoint le problème économique parce que ces sédiments là, quand on ne sait pas trop quoi en faire, on sait qu'il faut essayer de pas trop les promener non plus parce que dès qu'on les charge sur un camion, ça fait du 40 € et puis bon ça devient vite ingérable pour les ports, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça notre Sur le sujet, vous parliez des rejets non domestiques, c'est ça, des actions aussi vis-à-vis plutôt des industriels. Il y a eu des travaux de vos collègues sur ces sujets, je crois. Oui, effectivement, ça c'est le laboratoire de Nancy qui a réalisé. J'y arrivais. Hein. J'y arrivais après avoir évoqué les pneus en fait. Hein, c'était le deuxième aspect. Bon, ça je peux pas. Ça c'est un groupe qui regroupe l'ADEME, une société qui s'appelle France Recyclage des Pneumatiques et Pure Alliance. Donc il y a l'INERIS et INSAVALOR qui sont impliqués aussi dans ces travaux. Et l'idée, il y avait une phase 1 en fait qui consistait à faire des essais en laboratoire et pour caractériser les substances potentiellement émises par les pneus usagés en fait. Et la phase 2, c'était des essais sur des ouvrages pilotes. Et puis la phase 3 là, est en phase de lancement par le COPIL en fait. C'est des ouvrages de gestion des eaux pluviales avec des pneus usagés, c'est ça, ouais, c'est pas l'action des pneus, l'usure normale des pneus sur la route et leur impact sur le pluvial. C'est plutôt et si on utilise les pneus donc vraiment dans cette logique d'économie circulaire, il y a l'idée portée par un certain nombre de structures de construire des bassins de stockage des eaux pluviales avec ces pneus, alors soit entiers, soit broyés. Enfin voilà, il y a différentes questions. Et la question, c'était quel impact sur les eaux pluviales et quel impact globalement sur la ressource. Et il y avait effectivement ce besoin de connaissance et d'avoir un suivi fort sur le sujet. Alors bon, là, je ne reprends que ce qui est formellement repris dans le plan micropolluant, mais il y a tout un tas d'activités de nos collègues de la direction technique transport et matériaux là, à Sourdin et au laboratoire de l'Est parisien, le laboratoire de Sourdin de la direction territoriale Île-de-France, qui est impliqué dans tout un tas d'usage de matériaux alternatifs, quoi, les laitiers sidérurgiques, il y a tout un dont je pourrais pas vous parler, mais bon, ça fait partie du volant d'activité du CEREMA aussi et du type de préoccupations et d'éléments qui se sont intégrés dans notre stratégie. Et alors on peut en venir effectivement au raccordement non domestique. Ça, effectivement, c'est les collègues. En termes de recherche, ça représente un effectif d'une 30aine de personnes au CEREMA, hein, ceux qui travaillent sur ces problématiques là d'assainissement et de raccordement. Qui sont principalement situés entre le site de Trappes en Île-de-France et puis le laboratoire de Nancy, quoi. C'est ce qu'on appelle l'équipe team qui représente une 30aine de chercheurs.
Et voilà. Donc les raccordements non domestiques, effectivement, il y a eu un travail de fait là-dessus qui a consisté à faire le raccordement non domestique. C'est l'histoire de la problématisation de la gestion par les collectivités territoriales, en fait, qui ont en charge l'assainissement, de savoir comment est-ce qu'ils vont raccorder en fait une activité industrielle, comment ils vont l'intégrer en fait dans leur politique. Et là, en fait, le CEREMA propose 5 fiches. 5 fiches. Il y en a une sur Chambéry, il y en a une qui porte sur le parc naturel du Haut-Jura. Donc là, dans une problématique de conservation d'un milieu protégé. À Toulouse, il y a une fiche de retour d'expérience, à Valenciennes et à Dunkerque. Puis il y a une fiche chapeau, hein, tout ça c'est téléchargeable sur le site du CEREMA. Il y aura un rapport de synthèse. Effectivement, c'est des collectivités qui se sont vraiment emparées de cette question du raccordement des activités non domestiques, des industriels, des artisans à leur réseau d'assainissement, pour identifier en amont des actions éventuellement de pré-traitement qui seraient à conduire sur ces sites industriels avant le rejet, mais également d'avoir des outils de suivi, des outils, des fixations de limites en fait pour ces différents raccordements, puisque autant en tant que domestique, hein, vous le savez, enfin en tant qu'habitant, vous vous branchez sur le réseau d'assainissement et vous n'avez pas spécialement de contraintes, autant tout ce qui est non domestique peut bénéficier de contraintes ne dépassant pas certains seuils de polluants, certaines températures d'effluents. Donc effectivement, il y avait ce besoin d'abord de connaître l'activité de son territoire, de savoir qui produit quelle substance. Sophie l'a dit tout à l'heure, on a des pressions qui sont des fois multiples, diffuses. Et l'idée, c'est quand on trouve certains polluants au niveau de la station d'épuration, comment on remonte vers le coupable, entre guillemets, celui ou ceux qui font partie de tel ou tel type d'activité qui vont fournir ce type de polluants. Et donc, comment on peut agir en amont à la source pour leur demander de réduire ces problématiques que sinon on va retrouver dans les stations d'épuration et peut-être en sortie, parce qu'il faut le rappeler, nos stations d'épuration n'avaient pas été construites, construites spécialement pour traiter ces micropolluants et la plupart n'abattent qu'une partie de ces micropolluants. Oui, et puis c'est des enjeux financiers importants, quoi. C'est vrai que c'est des problématiques. Quand un industriel s'installe sur un territoire, c'est forcément une question qu'il pose et il va s'adresser directement à la collectivité pour savoir ce qu'elle est en mesure de faire, voilà, et quels sont les avantages compétitifs qu'elle peut avoir sur cette question-là, quoi. C'est clair. Merci beaucoup pour ces présentations de projets portés par le CEREMA. Donc, on l'a vu, on a des pressions multiples, plus ou moins diffuses. Malgré tout, les collectivités se retrouvent assez souvent avec leur station d'épuration un peu en bout de chaîne et donc vont avoir besoin de conduire des activités. Elles se retrouvent aussi plus loin dans la chaîne. Elles reprélèvent l'eau pour en faire de l'eau potable. Donc, elles sont vraiment au cœur du sujet. Elles ne sont pas forcément responsables non plus de toutes les sources de pollution. Elles n'ont pas la main non plus sur tout. Donc, finalement, comment les agences de l'eau vont accompagner les différents acteurs qui ont la possibilité de réduire leur pollution, en fait, les micropolluants qui sont émis, et puis comment les agences de l'eau vont aussi accompagner les acteurs qui peuvent les traiter, en fait. Comment s'articulent finalement ces différents accompagnements, notamment dans le cadre du 11e programme, Sophie, qui est le programme actuel depuis 2019, hein, c'est ça, depuis début 2019, le 11e programme. Exactement. Donc les agences de l'eau ont en fait un outil d'intervention qui s'appelle le programme d'intervention. Donc on est au 11e programme d'intervention sur les années 2019-2024. Alors ce que je vous propose, c'est de vous parler des priorités d'action et des aides qui existent pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie, et je ferai quelques ouvertures sur les aides qui existent dans les autres agences au niveau national, sachant que chaque agence a son propre programme
avec ses propres modalités. Donc voilà, je peux pouvoir faire un panorama totalement exhaustif sur ce sujet-là. C'est la spécificité de la gestion de l'eau, c'est qu'on gère par bassin versant avec des fois des priorités un peu différentes, ce qui explique aussi ces différences entre programmes, mais toujours la même volonté d'action pour améliorer la qualité de l'eau. Et la même DCE. La même DCE européenne, effectivement. La même directive européenne, oui. Alors, en matière de priorité d'action, que ce soit au niveau des priorités d'action du 11e programme pour les collectivités ou pour les activités économiques, la priorité, c'est bien sûr de commencer par réduire, voire supprimer les émissions de micropolluants. Alors, ça se traduit, ça peut se traduire de différentes manières. Donc on a parlé tout à l'heure des collectivités qui étaient aussi émettrices par les compétences qu'elles exercent. Je pense par exemple à leur propre emploi de pesticides ou même s'il y a un certain nombre de la gestion des espaces verts. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est une première priorité qui est vraiment commune à tous les acteurs. Et l'exemplarité, voilà. Ouais. Ensuite, une priorité d'action qui est plutôt propre aux collectivités, en fait, c'est l'aspect réduction des rejets urbains de temps de pluie, puisque là, il y a aussi derrière une problématique sur les micropolluants. Et cette gestion, en fait, on s'est rendu compte qu'elle était nécessaire pour les pluies courantes. Donc les pluies qui ont une fréquence de retour de moins de 1 an, jusqu'à 1 an à peu près. Et du côté des industriels, une priorité, c'est une autre priorité qui est un peu plus propre aux activités industrielles, c'est alors ça touche plutôt finalement ce qu'on appelle les activités dispersées et la nécessité de pouvoir avoir des programmes coordonnés de manière à mettre en conformité les activités qui ont des activités petites, si on peut dire, en termes de quantité de micropolluants émis, mais c'est finalement la somme de ces activités qui peut avoir un impact tout à fait significatif. Donc je pense aux garages, aux imprimeries, au pressing, aux coiffeurs. Voilà. Il y avait certains de vos collègues, je crois, qui agissaient aussi au niveau des peintres, par exemple, qui avaient tendance forcément à laver leurs pinceaux sous le robinet, et on peut imaginer des systèmes en circuit fermé, par exemple. Je crois que c'est sur Loire-Bretagne qu'il y a des actions, mais peut-être vous aussi, d'ailleurs, sur cette Normandie. Il y en a aussi sur le bassin en matière d'artisans du secteur peinture. Alors, je vais faire un rapide balayage des aides qui existent pour Seine-Normandie. Donc, pour les collectivités, alors la première chose, c'est l'acquisition de connaissances. Alors, il y a en fait ce qu'on appelle la démarche de RSDE STE. Alors, c'est un peu barbare, mais ça veut dire donc réduction des substances dangereuses. Ça veut dire recherche et réduction des substances dangereuses pour l'eau. Et c'est en fait une politique qui s'applique aux stations d'épuration de plus de 10 000 équivalents habitants. Et dans le cadre de cette politique RSDE, on peut accompagner les collectivités sur l'aspect campagne de mesures. Donc c'est des campagnes qui sont réalisées à l'amont et à l'aval de la station d'épuration. Et qui permettent justement de savoir à quoi on a affaire. Et c'est là d'ailleurs qu'on s'est rendu compte que finalement on avait une diversité de substances qui n'étaient pas forcément soupçonnées au démarrage, même si c'est vrai que on en cherche aussi, on en cherche à peu près une centaine dans le cadre du RSDE, donc on en cherche beaucoup. Donc ces campagnes sont aidées à 50% sur le bassin Seine-Normandie. Alors ensuite, une fois qu'on a trouvé a priori, en général on en trouve des micropolluants, on détermine ceux qui sont significatifs avec là encore des règles de significativité qui sont propres à cette politique RSDE. Et ensuite, effectivement, le but c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle le diagnostic à l'amont pour essayer de comprendre d'où viennent ces micropolluants.
et surtout agir, donc construire un plan d'action sur la base de ce diagnostic. Alors ce diagnostic, il est effectivement à faire en prenant le temps de la réflexion. C'est-à-dire que on peut avoir tendance à vouloir tout de suite déjà se focaliser sur les activités non domestiques alors qu'elles ne sont pas les seules sources de micropolluants, comme on a pu le voir, et aussi à vouloir faire tout de suite des mesures sur le réseau qui peuvent être, dont les résultats peuvent être ensuite compliqués à interpréter et voilà, en tirer des conséquences. Donc j'insiste sur le côté vraiment mise à plat de toutes les données dont on dispose dans le cas des diagnostics amont et de cartographie du fonctionnement, enfin cartographie des sources potentielles et fonctionnement du système d'assainissement. C'est justement là que les travaux du CEREMA sur les rejets non domestiques viennent aussi en appui, en fait, en appui technique. Et puis d'ailleurs, je rebondis parce qu'on est à Lyon et donc là, on est sur le bassin de l'agence Rhône-Méditerranée. Dans le cadre du RSDE 2018, l'agence de l'eau sur Lyon avait proposé aussi, encouragé les collectivités à faire les mêmes analyses sur les boues d'épuration pour avoir aussi ce suivi qui n'était pas réglementairement obligatoire, mais qui donne aussi de la donnée et qui participe à rendre aussi l'économie circulaire des boues possible en créant ces données, puisqu'on peut avoir une suspicion et on se rendait compte notamment avec ce suivi qu'on était le plus souvent sur des seuils très faibles en fait, de polluants. Alors, sur Seine-Normandie, en fait, on a aussi... ces diagnostics amont sont aidés à 80%. Et ce qui peut être aidé à 80% aussi, c'est les campagnes, quand elles embarquent les mesures sur les boues. Donc, normalement, elles sont aidées à 50%, mais il y a un petit bonus aussi sur Seine-Normandie, parce que du coup, ça permet d'avoir une connaissance globale de la situation. C'est-à-dire qu'on voit les micropolluants qui sont en entrée, on voit les micropolluants qui sont en sortie dans l'eau, dans la partie, donc dans les fluents, mais on sait bien que entre les micropolluants en général se retrouvent dans les boues. Ensuite, en termes d'action sur les collectivités, donc on accompagne également les opérations collectives dont j'ai parlé tout à l'heure avec les activités en quantité dispersée. Les études préalables aux opérations collectives sont subventionnées à hauteur de 70% et la partie animation peut être aussi subventionnée, que ce soit auprès d'une collectivité ou auprès d'un autre porteur comme une chambre consulaire. Et à ce moment-là, l'animation est aidée à 50%. Donc on cherche à avoir des relais qui soient dans les collectivités ou d'autres structures, qui justement animent cette politique vis-à-vis des PME, du tissu, les PME et artisanales sur le territoire. Alors, de manière générale, dans les autres agences de l'eau, sur ces thématiques, sur ces types d'actions aidées, on a des fourchettes d'aide qui sont à peu près comparables, avec des petites spécificités, comme par exemple certaines agences qui ne financent pas les campagnes RSDE, et certaines agences aussi qui peuvent financer, donc comme par exemple Rhône-Méditerranée-Corse, qui finance les diagnostics amont dans le cadre d'opérations collectives, donc avec des systèmes de conditionnement, si on peut dire, d'aide. Les aides maintenant concernant les activités économiques. Alors, un petit rappel, en matière d'aide aux activités économiques, on a ce qu'on appelle l'encadrement communautaire. Donc on est soumis à certaines règles pour ne pas fausser la concurrence. C'est des règles qui viennent donc de niveau européen. Donc qui font qu'on est limité en termes de taux pour aider les activités industrielles. Donc sur Seine-Normandie, on est au maximum des taux possibles permises par l'encadrement communautaire. Il y a aussi derrière ces aides aux activités économiques une notion d'incitativité. Donc on ne peut aider une activité économique que si elle n'est pas mise en demeure par une autorité administrative et également si elle n'est pas en mauvaise santé financière. Et alors là-dessus, les
ce qui peut être aidé par Seine-Normandie. Donc, ce sont les études de faisabilité, donc par exemple des études de faisabilité sur des traitements particuliers des micropolluants, qui sont aidés de 50 à 70%, et les travaux. Alors, les travaux sont aidés de 40 à 60%. Avec les différents types de travaux qui peuvent être aidés, c'est bien sûr la réduction des rejets à la source, avec des technologies propres, le zéro rejet, éventuellement des substitutions de produits, sachant qu'on demande bien à ce que les produits que l'on substitue, qu'on connaisse bien aussi leurs effets sur le milieu, ce qui oui, peut l'idée, être une c'est pas question. de déplacer le problème, Voilà. en fait, comme on peut l'avoir un petit peu côté pesticides. Donc, les types de travaux qui pouvaient être aidés, c'est les corrections de branchements, les travaux d'épuration sur site, bien sûr, la prévention des pollutions accidentelles, la gestion des eaux pluviales à la source. Donc ça peut aussi être aidé dans le cadre des activités économiques. Donc je pense par exemple aux centres commerciaux ou qui peuvent avoir des surfaces aussi importantes. Et prévoir des espaces verts pour gérer leurs eaux pluviales à la source, ce qui a un impact en termes de réduction des micropolluants. Et enfin, aussi des travaux d'économie d'eau qui peuvent être aidés. Donc, au niveau des autres agences, là encore, on a des fourchettes de taux qui sont à peu près similaires, avec des petites, des petites différences. Donc, je pense par exemple à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui finance jusqu'à 70% des travaux aux activités économiques quand il s'agit de réduction de micropolluants. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour vous signaler un scoop, puisqu'on est en train de... Donc, on est à la fin de la 3e année du programme d'intervention, donc 2019 jusqu'à 2021. On rentre dans la 2e partie du 11e programme, et donc on révise notre programme. Et donc, sur Seine-Normandie, on a aussi été jusqu'au taux de 70% pour un certain nombre de travaux aidés dans le cadre du régime de minimis, du régime d'encadrement communautaire de minimis, et on va aller jusqu'à 70% dans le cadre de la réduction, dans le cadre de la lutte contre les micropolluants pour les industriels. Okay. Et aussi des technologies propres et aussi la gestion des eaux pluviales. Ok, bon donc avis à ceux qui sont sur le bassin Seine-Normandie. Peut-être juste avant d'aller plus loin, il y a peut-être des questions dans l'assistance. Je ne sais pas si certains veulent questionner nos intervenants. Non, écoutez, c'est que vous avez à peu près répondu à tout pour le moment. On va peut-être se projeter aussi sur le futur. Donc là, on voit que c'est une problématique sur laquelle on avance dans la connaissance, où pour autant, il y a quand même un enjeu à intervenir assez vite, parce qu'on doit rendre des comptes au niveau européen sur le bon état des masses d'eau, et puis plus globalement, d'un point de vue sociétal, en fait, on doit assurer le bon état de nos ressources en eau dans un contexte de changement climatique qui font aussi que la ressource se raréfie. Donc, on n'a pas le loisir, si tant est qu'on l'ait eu avant, de la polluer à non plus finir. On a besoin en fait de toutes ces ressources en eau en bon état. Au niveau du CEREMA, vous venez d'avoir votre comité stratégique, je crois en début de semaine, non? Enfin, c'est cette semaine, je crois, lundi. Comment le CEREMA se positionne en fait? Quel type d'accompagnement vous avez prévu pour le futur sur ces sujets, en termes d'ingénierie, en termes d'accompagnement peut-être de la gouvernance, de la structuration de la gouvernance? Oui. Déjà, on se situe dans la continuité de ce que j'ai pu énoncer là, qui sont des choses en cours pour la plupart. Donc, on est positionné sur ces choses-là. Pour ce qui est des objectifs sur les masses d'eau marine, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure là. C'est-à-dire que nous on est à la recherche d'applicatifs en fait et d'encadrement dans le cadre de notre segment d'activité mer et littoral.
d'encadrement et de formation des collectivités territoriales. Notre but, c'est la collecte de retour d'expérience. On a parlé des macro-déchets tout à l'heure. Bon, c'est un axe de développement pour REM, mais aussi pour un certain nombre d'acteurs de la recherche. Voilà, notre position, c'est une position de passeur, c'est-à-dire essayer de faire de la méthodologie, rendre accessible un certain nombre de travaux de recherche, et puis faire passer ça sur le terrain, territorialisé. Pour ça, il y a un levier qui est quand même assez important, c'est que le CEREMA, c'est dans son ADN, dans son ADN. Il y a eu une manipulation génétique là, en cours. Voilà, on est passé de service de l'État, mais bon, là, clairement, on est orienté vers les collectivités territoriales. Et en fait, tous ces applicatifs territoriaux, là, ils sont susceptibles d'être cofinancés par le budget du CEREMA, qui intervient en appui de l'ANCT et qui sur chaque projet, est en mesure d'apporter 30% à peu près du budget, plus un budget d'1 million en fait, qui est consacré à la territorialisation des plans nationaux. Donc on est clairement orienté vers ça. Et sur les thématiques de prédilection, on retrouvera tout ce qui est lié au DSF et à la préservation des masses de marine. Ça, on est clairement là-dessus. Les eaux pluviales, en fait, et puis un certain nombre de thématiques sur lesquelles on a commencé à avancer, comme sur la réutilisation, par exemple, et en parlant de réutilisation, on en revient en fait aux thématiques évoquées précédemment, qui sont aussi une thématique forte de développement du CEREMA, qui est l'économie circulaire et l'impact. Là, très clairement, on est positionné sur le décret en fait sorti du déchet, qui implique de construire des référentiels et de vraiment fournir en fait des valeurs limites et puis des techniques en fait qui permettent aux maîtres d'ouvrage de s'en sortir et en respectant les normes ICPE, enfin les appliquant, voilà. Donc le CEREMA avec l'INERIS a un certain historique en la matière. Voilà, donc on a évoqué le guide Tramaf, mais avant il y avait le guide CETRA en fait sur l'utilisation en sous-couche routière, et voilà, donc ça c'est un axe de développement fort. Et puis les équipes qu'on a évoquées tout à l'heure, celles qui travaillent sur le petit cycle de l'eau, sur le pluvial, sur les thématiques de la réutilisation, sur les thématiques du raccordement du raccordement de nos domestiques, et puis sur le développement des solutions fondées sur la nature aussi, et avec notamment à Trappes le développement d'une vitrine qui est prévue en fait d'exposition en fait de tout un tas de méthodes qui permettent de réduire les apports dans le milieu en fait par des solutions simples en fait qui sont liées à l'aménagement des parkings ou à voilà. Oui, je crois qu'il est prévu dans le plan national pluvial qui devrait être annoncé prochainement. Oui. Voilà, donc oui, ça tourne autour. Merci Pierre-Yves. Benjamin, on l'évoquait tout à l'heure, on ne sait pas ce que sera le futur plan micropolluant, on ne peut pas s'avancer l'un ou l'autre. Par contre, on connaît quand même déjà un certain nombre de réglementations qu'il va falloir respecter à différents niveaux. Comment finalement la recherche nourrit cette réglementation, ou comment la réglementation nourrit oriente la recherche, comment ça fonctionne finalement, et quelles sont les pistes pour le futur sur cette question des micropolluants? Alors effectivement, l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit le premier. C'est ça qui est intéressant. C'est important de garder cette dynamique, voire de la renforcer en fait. Alors comment ça se passe ? Tout simplement, l'exemple d'Aquaref est assez bon. Aquaref, ce sont des organismes qui ont une composante R&D assez forte, une composante innovation assez forte dans leur
dans leur gène, dans leur ADN, qui se mettent ensemble pour aider ou proposer, conseiller les institutions qui, elles, vont prescrire les réglementations et les mettre en œuvre. Donc là, c'est vraiment un lieu assez fort de transfert de l'innovation, de la recherche et développement vers la réglementation et vers la mise en œuvre opérationnelle. Alors, les questions qui sont adressées à ces organismes en termes de recherche, en fait, elles sont adressées par ces mêmes bénéficiaires, je vais dire, qui à un moment donné disent non, nous, ces listes, elles sont trop longues, ça nous coûte trop cher. Développez-nous des indicateurs plus globaux, plus intégratifs, donnez-moi d'autres moyens d'interpréter ma donnée, il faut qu'elle soit de meilleure qualité, etc. Et donc ça, ces questions-là sont autant de verrous scientifiques qui sont levés dans le domaine de la recherche. Donc c'est vraiment ce lien-là, il est très fort, il est très important. Si on regarde un peu... Si on regarde le futur, c'est pas possible, mais si on écoute les gens qui essayent de réfléchir à ce que pourrait être le futur, on se rend compte qu'il y a la réutilisation qui ressort. Alors, moi, je suis plutôt du domaine de l'eau, donc ça sera la réutilisation de l'eau, mais peut-être des matériaux en général, c'est quelque chose qui ressort, avec la volonté, dans l'eau, d'augmenter, j'ai entendu ça ce matin, le coefficient de réutilisation. C'est-à-dire qu'une eau, il faudrait la utiliser plusieurs fois, et on peut imaginer pour différents usages. J'entends aussi beaucoup le fait que dans le petit cycle de l'eau, dans l'eau urbaine, on voit de plus en plus une ressource potentielle, que ce soit la pluie, que ce soit les sorties de stations de traitement des eaux usées, ou ça c'était jusqu'à il n'y a pas longtemps, de l'eau qui était guidée vite hors la ville, parce que ça pouvait poser des problèmes soit d'inondation, etc. Puis maintenant on se dit, mais en fait, je l'ai encore entendu plusieurs fois dans différentes tables rondes ici, c'est peut-être une ressource qu'on pourrait utiliser. Donc on imagine bien que si on utilise cette ressource qui est issue du petit cycle de l'eau et qu'on l'utilise en ville, alors je pense par exemple aux eaux pluviales et qu'on commence à les infiltrer, on va assez rapidement lier le petit cycle de l'eau avec le grand cycle de l'eau. Donc en fait, on ne va plus parler de petit et de grand cycle de l'eau, on va parler de cycle de l'eau. Et on voit que si on réutilise plusieurs fois cette eau, et quand cette eau-là, elle est finalement inclus dans un cycle qui traverse plusieurs milieux, qui va avoir plusieurs vies, qui va subir plusieurs pressions. Nous, au BRGM, on va s'intéresser à toute la vie de l'eau. Et du point de vue des micropolluants, c'est comment elle acquiert sa chimie, cette eau. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure qu'on l'utilise, qu'on la réutilise. C'est quoi quels sont les polluants qui vont intégrer cette matrice eau? Quel est leur devenir en fonction de leur transfert dans différents milieux? On sait bien que si on va passer d'un milieu oxydant à un milieu de réducteur, il va y avoir des processus qui se mettent en œuvre. Donc nous, on s'intéresse à cette évolution-là. Et les différentes fenêtres d'observation qu'on va avoir, et là je parle surveillance, que ce soit en sortisteux, que ce soit dans le sol, que ce soit dans l'eau souterraine, que ce soit en mer, finalement il faudra se poser la question de est-ce que je peux avoir connaissance, une meilleure connaissance de l'acquisition de ma chimie de l'eau dans ces différents compartiments, et du coup est-ce que je peux adapter ma surveillance en fonction de cette nouvelle connaissance que j'acquiers tout au long de ce cycle et de cette réutilisation des eaux. Alors ça fait une matrice assez complexe finalement, mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue à travailler pour améliorer nos pratiques de surveillance, pour améliorer la connaissance et la connaissance des molécules pertinentes à suivre, pour améliorer la connaissance entre la pression et l'impact, pour améliorer la connaissance de la vie et l'acquisition de la chimie de mon eau dans un usage qui, lui, est en mutation, voire même forcé maintenant, par ces problématiques de changement global. Alors moi, je dis plutôt changement global que changement climatique, parce qu'on a aussi des mouvements de population, on a aussi de nouveaux usages de l'eau. Donc, je dirais que
pour nous, tout l'enjeu, il est là. Tout l'enjeu, il est là. Il est dans ce cycle-là, dans la connaissance de ce cycle-là. Du point de vue des micropolluants, la connaissance de l'acquisition de la chimie des eaux. Du point de vue de la surveillance, c'est l'adaptation de la surveillance à cette connaissance-là. Et il faut que la réglementation, elle se nourrisse de tout ça. Pour évoluer en fonction de cette connaissance et peut-être évoluer aussi relativement rapidement, parce que j'ai l'impression que les mentalités changent assez vite. J'entendais des agriculteurs ce matin parler de problématiques de réutilisation des eaux usées traitées en raison de la présence de résidus de médicaments dans les eaux usées traitées. Donc ça veut dire qu'il y a certains messages qui étaient très difficiles à faire passer il y a de ça quelques années, 5 ans, qui maintenant sont passés et bien passés, quoi. Les réglementations doivent aussi suivre cette rapidité d'évolution finalement des mentalités, etc., et des usages de l'eau. Alors, pour tempérer, il faut que les réglementations elles suivent, mais il faut aussi qu'elles laissent le temps aux acteurs de construire des stratégies et que ces stratégies elles aboutissent, parce qu'une réglementation qui bouge trop vite, c'est compliqué pour ceux qui sont à la manœuvre derrière d'avoir une action concrète et directive. Est-ce que ces interventions ont généré des questions, parce que vous étiez plutôt silencieux jusque-là? Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Monsieur, il y a un micro qui arrive. Bonjour, je suis Rémi Servien de l'INRAE. Et donc tout à l'heure, je crois que c'est madame, vous avez parlé de micropolluants significatifs. Je voulais savoir si c'était défini en termes de masse ou en termes d'impact, parce qu'on sait que ce n'est pas du tout la même chose. Et donc comment sont définis les micropolluants significatifs? Alors, il y a plusieurs choses en fait. Je ne sais pas si vous parlez de la pression significative dans l'état des lieux ou des micropolluants significatifs dans le cadre des actions de recherche et réduction RSDE, de stations d'épuration urbaine. Le deuxième cas. Donc effectivement, il y a une somme de critères qui permettent de dire qu'un micropolluant est significatif, qu'on soit sur une eau en entrée de station d'épuration ou en sortie. Et en fait, tous ces critères sont définis dans une note circulaire sur le RSDE, qui est une note d'août 2016. 2016, oui. Et donc, en fait, il y a plusieurs critères que je ne connais pas tous par cœur, mais en fait, c'est des critères en concentration par rapport au NQE, ou VLE, et c'est également des critères en flux qui peuvent être comparés à des flux cibles, en fait, des flux de référence. C'est une notion réglementaire en fait. Résultat, les collectivités se retrouvent avec un courrier du préfet qui cible celles qui sont jugées de cette façon-là. C'est vraiment une notion plus réglementaire que technique, on dirait. Et c'est une notion réglementaire et qui en fait, c'est par le biais de calculs en fait qu'on arrive à déterminer quels sont les micropolluants significatifs pour une station d'épuration donnée dans le cadre d'une campagne. Et c'est celles sur lesquelles il faut agir. Donc ça veut dire que pour chaque campagne, pour chaque station d'épuration, on va avoir une liste de micropolluants significatifs potentiellement différentes. Attendez, on vous entend pas parce que... Oui, en fait, ils sont définis qu'en termes de flux, donc de masse, et pas du tout en termes d'impact potentiel après. Alors, en fait, on compare les concentrations aux valeurs de référence qui sont les normes de qualité environnementale. Donc ici, il y a bien la notion d'impact qui est présente aussi, bien sûr. Les concentrations sont différentes pour chaque micropolluant, en fait, acceptable. Oui, okay. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être ?
Le sujet n'emballe pas les foules, c'est pourtant un sujet de préoccupation environnementale et sanitaire quand même important. Oui, bonjour. C'est pas forcément une question, c'est juste un constat. J'ai entendu dire qu'une pharmacie relarguait ses médicaments dans la nature. Une pharmacie d'hôpital, précision. Donc ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait potentiellement à faire aussi au niveau de la réglementation, justement? Je pense que oui. Alors, je ne sais pas de quel cas, je ne sais pas si c'est toutes les pharmacies d'hôpital ou certaines voilà, qui ont plutôt des mauvaises pratiques. Il y a eu dans le cadre des appels à projets, enfin des projets qui ont été conduits dans le cadre du plan micropolluant, des actions assez fortes qui ont été conduites sur les pratiques de soins et de santé, enfin les établissements de soins et de santé. Et notamment, ça a permis de montrer que, peut-être de contrer une idée reçue qu'on avait, que les résidus médicamenteux venaient surtout des hôpitaux. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était nous tous chez nous, avec nos rejets à nous et notre automédication, tout ce qu'on prenait chez nous, puis aussi l'hospitalisation à domicile, tout ça, qui faisait que finalement, c'était la ville globalement avait une pression de flux en résidus médicamenteux qui était au moins aussi importante que les hôpitaux qui vont certes plus concentrer, mais avoir finalement des flux moins importants. Donc déjà, la problématique médicaments, c'est, alors je ne sais pas si quelqu'un veut aussi rebondir, mais ce n'est pas qu'une problématique d'hôpitaux, c'est une problématique globale. Après, normalement, sur les médicaments usagés, il y a des actions avec un éco-organisme, une REP, ce qu'on appelle donc une responsabilité élargie des producteurs. Donc finalement, les fabricants de médicaments contribuent à ce qu'on puisse récupérer les médicaments usagés dans les pharmacies. Alors ça, c'est les pharmacies génériques. Effectivement, ce n'est pas forcément les pharmacies d'hôpitaux. Il doit y avoir une règlement différente que je maîtrise mal pour le coup. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette logique de gérer la fin de vie aussi des produits et d'inciter autant que possible les gens à ne pas jeter leurs médicaments dans leurs toilettes, mais pas non plus leurs lingettes, parce que ça a d'autres problématiques. Enfin voilà, on a un certain nombre de sujets. Et peut-être juste pour rebondir donc, au niveau d'Amorce, nous on est une association donc, de collectivités territoriales impliquées dans la transition écologique au niveau eau, énergie et déchets. Et justement, au niveau déchets, on porte ces notions de responsabilité élargie des producteurs. Et il nous semble que sur cette question des micropolluants, on l'a vu, les pressions sont multiples et que le rôle des metteurs sur le marché des substances qui contiennent des micropolluants, il est aussi important. Et aujourd'hui, il contribue assez peu aux actions de préservation dans le cycle de l'eau. Et nous, on porte notamment auprès de nos représentants, des députés, des sénateurs, un projet d'amendement qui vise à réfléchir à la mise en place de l'équivalent d'une responsabilité élargie des producteurs, peut-être sous forme d'une éco-contribution, peut-être sous forme d'une redevance spécifique, mais en tout cas de les faire participer un peu plus au financement des actions, que ce soit préventif ou curatif, pour lutter contre cette problématique de micropolluants. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions peut-être sur... Merci beaucoup. Dans la même lignée un petit peu de ce qui a été posé comme question, j'étais hier à une conférence sur les PFOS, qui sont en fait des micropolluants suite à l'utilisation de mousse. Je suis pas scientifique, donc c'est pas mon domaine, mais c'était assez intéressant. Apparemment, ça se fait. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées aux Pays-Bas, en Allemagne. La réglementation est a priori inexistante, peut-être émergente en la matière. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites, en fait, ce sont les polluants, si j'ai bien compris, qui infiltrent le sol suite à l'utilisation de mousse anti-incendie. Donc ce sont les pompiers ou le ministère qui font des essais et qui utilisent ça. Et j'étais pas au courant du sujet avant hier, mais comme les médicaments, ça pourrait aussi être une source de pollution. Et notamment, apparemment, il y a eu un rapport sur la réactivité des enfants au vaccin, et que ça serait a priori, selon l'étude, une des causes qui diminuerait le taux de positivité de réaction des enfants au vaccin. Donc, j'avais entendu avec les pilules contraceptives il y a quelques années, avec le changement de sexe des poissons, il y avait eu des choses comme ça. Est-ce que c'est un sujet qui est émergent? Et ma deuxième question, c'est un peu plus, c'était une question un peu différente. C'est peut-être vous en avez parlé au début. Il me semble qu'il y a un réseau d'eau brute qui existe. Là, on parle d'eau couramment utilisée. Est-ce qu'il n'y a pas un réseau d'eau brute qui est différent du réseau d'eau potable, qui pourrait être utilisé de manière séparée
on va dire, distinctes pour tout ce qui est industrie, activité, agriculture, et qui pourraient être traitées différemment de l'eau potable qui serait utilisée, on va dire, au quotidien, avec des normes qui seraient adaptées selon le réseau d'eau qu'on utilise. Alors, je ne sais pas si c'est faisable. J'ai travaillé à Paris sur des réseaux d'eau brute et il n'y en a pas beaucoup. Ça doit coûter cher de le développer. Mais est-ce que ce ne serait pas une piste, en fait, de scinder, en fait, scinder l'eau qu'on boit et l'eau industrielle. Enfin, quand je dis industrielle, pour les jardins, pour voilà. Je vais peut-être laisser Benjamin répondre à la première question. Sur les PFAS, composés perfluorés, c'est une merveille. C'est une famille très très élargie, hein, plus d'un millier de composés dans cette famille-là. Ils sont formidables d'un point de vue de la chimie, ces composés, parce que ce sont des très bons retardateurs de flammes. Alors on va les retrouver effectivement dans les mousses anti-incendie, mais on va les retrouver partout ailleurs, dans tous les produits de la vie courante, hein, que ce soit les canapés, les vêtements, etc., tous les trucs d'isolation. Donc ces perfluorés, ils ont un gros avantage d'un point de vue de la chimie, c'est qu'ils sont retardateurs de flammes. Ils ont de gros inconvénients, c'est qu'ils sont très réfractaires, ils sont toxiques et on les retrouve partout. Et c'est la molécule du moment, je vais dire, dans les micropolluants. Donc oui, vous êtes bien renseigné, c'est vraiment le sujet phare du moment. Tout le monde y bosse dessus. Donc on va attaquer un projet, donc piloté par le BRGM d'ailleurs, un énorme projet qui s'appelle Promisis, projet européen sur 4 ans. On est à peu près 35 partenaires européens à travailler sur cette question-là. Je vous parlais de cycle, donc maintenant on essaie d'imprimer toute cette problématique de l'utilisation circulaire des ressources. Donc on va de la caractérisation du transfert de ces perfluorés dans les différents milieux et dans les différents compartiments des milieux aquatiques, sur la traitabilité in situ, ex situ, la substitution. Est-ce qu'on peut trouver d'autres molécules qui auraient les mêmes usages, mais qui seraient moins toxiques et moins réfractaires? Alors, quand je dis réfractaires, on en arrive même à les appeler les forever pollutants. C'est-à-dire que ce sont les polluants pour toujours. Ils ne se dégradent pas dans les sols, ou très difficilement. Ils ne se dégradent pas dans les eaux. Et donc, une fois qu'ils sont là pour un bon bout de temps, quoi. Donc oui, perfluoré, sujet du moment, important. Le Néderlande ont été les premiers, et il y a même une crise des perfluorés qui a dans le domaine du BTP, parce qu'ils sont aperçus que ces perfluorés étaient très présents dans les remblais. Et toute la population exposée et les gens qui travaillent dans le BTP se sont mis en grève en raison de cette problématique BTP. Ça doit être en 2016-2017, un truc comme ça. Et depuis, vraiment, gros sujet. Alors, on va devoir arrêter juste pour rebondir sur votre deuxième question sur les réseaux d'eau brute, et on est finalement plus sur cette problématique des eaux non conventionnelles et toutes ces eaux qu'on peut mobiliser pour des usages qui ne nécessitent pas de l'eau potable. Il faut trouver des ressorts plutôt en boucle courte pour éviter d'avoir des kilomètres et des kilomètres de patrimoine aussi à mettre en œuvre. Mais je vous invite à vous inscrire au congrès d'Amorce qui a lieu la semaine prochaine, et on a justement le cas du port autonome de Dunkerque qui développe ce genre de cycle court. Je vais remercier avant de finir les 3 intervenants. Je vous invite à continuer à discuter avec eux à l'issue de cette conférence. Merci à vous pour votre attention, et puis au plaisir de prochains échanges.